Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agilist, le podcast francophone de l'agilité où de temps en temps, toutes les 2 semaines, on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, des techniques et des outils. Je suis Julien Déret et je suis accompagné de Pierre et seulement Pierre fait référent aujourd'hui. Comment ça va, Pierre ? Ça va super, Julien, merci. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré un petit podcast juste tous les deux. On a eu la chance d'avoir de super invités pour les derniers podcasts, donc on revient sur un concept un peu plus régulier. Et pour le coup, on l'a allégé un petit peu pour justement essayer d'en faire un. On va essayer d'aller vers les 30 minutes maximum pour ce podcast. On verra bien. Voilà, le briefing est formulé. Des petits éléments d'actualité peut-être quand même avant de commencer. Oui, on peut en parler, ça fait toujours du bien de le rappeler. Mais non, je suis plutôt fier de moi. J'ai eu la chance d'être promu en tant qu'engineering manager chez GetGround. Donc je ne l'ai pas encore posté sur LinkedIn. Je ne sais pas pourquoi j'ai tardé, mais il faut que je le poste puisque ça va bientôt faire un mois que c'est effectif. Mais non, donc voilà, très, très content. Et puis c'est dans la suite de ce que j'aspire à faire. Donc très content, de nouveaux challenges, la prise en charge d'une deuxième équipe pour commencer. Donc plein de challenges intéressants. À voir comment ça va se passer. J'en parlerai sûrement dans les mois à venir, mais très intéressant, très motivant. Toi de ton côté, Julien, tu as une bonne nouvelle aussi, je crois bien. Ben oui, félicitations pour ta promotion. Et quand une promotion ne vient jamais seule, moi j'ai la chance de passer senior engineering manager que j'ai fièrement posté sur LinkedIn. Donc voilà, ça change pas grand chose en termes de responsabilité, etc. Parce que finalement c'est à peu près tout ce que je faisais déjà avant, mais bon, au moins ça permet d'entériner le truc. Et puis voilà, c'est marrant parce que quand je suis arrivé à Swissborg, j'étais encore assez vert niveau management pur. J'avais que quelques mois d'engineering manager derrière moi, donc c'était un peu un stretch. Et puis moi je me suis dit ok, maintenant tu leur as vendu le truc, maintenant faut live up to the legend, quoi. Maintenant t'as créé une légende, maintenant il va falloir assurer et démontrer que tu sais ce que tu fais. Et du coup là de passer senior, qui essentiellement dit que je sais de quoi je parle, c'est une belle reconnaissance. Donc je suis pas peu fier. Je pense, félicitations encore, mais vu ce que tu as fait chez Swissborg, c'est amplement mérité, je pense. Donc c'est gentil. Aujourd'hui on va parler prise de parole en public. Alors quel rapport avec l'agilité ou avec le management ? Vous allez voir. Mais c'est justement à Swissborg, mon François, qu'on mentionne à chaque fois. Coucou François. Coucou François. Le VP of Engineering à Swissborg, c'est quelque chose qu'il me disait régulièrement en feedback que quand je parle, c'est intelligible à peu près, et j'arrive à peu près à m'exprimer. En tout cas, le contenu, le fond est bon, mais au niveau de la forme, il y a des hésitations, il y a des choses, et au niveau des intonations, c'est pas encore exactement ça. Et en fait, il m'expliquait que parfois, ça peut finalement desservir le propos, quoi. Si t'as un bon fond, mais pas une bonne forme, mais finalement, parfois ça va desservir le fond, et c'est comme ça que je me suis dit l'année dernière que j'allais prendre du coaching de prise de parole en public. Et c'était ma foi très intéressant. Je vous recommande très très fortement d'aller de gratter ça. Et du coup, on en parlait souvent avec Pierre. Et Pierre, vous l'avez sûrement entendu parler, il a du bagou. Et donc c'est quelque chose sur lequel je ne sais pas si tu as vraiment besoin de coaching. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu maîtrises. Ouais, c'est vrai que c'est un truc alors voilà, je pense que c'est la partie croustillante du sujet. Je pense qu'il y a des personnes qui sont naturellement, qui ont plus d'aisance à l'oral. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours eu cette aisance. Je me rappelle toujours de ma mère qui me disait que quand j'arrivais donc dans un parc de jeux pour enfants ou des choses comme ça, et plus d'une fois je l'ai fait, donc elle a un souvenir très marqué où j'arrive à Whoopi. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des grandes structures gonflables, voilà, pour que les enfants
vraiment, on va dire, je crois que j'avais même pas 5 ou 6 ans, je le faisais quand j'étais encore plus petit, mais en fait j'arrivais et je me présentais en criant très fort à tout le monde, bonjour, je m'appelle Pierre, qui veut être mon copain et jouer avec moi? Voilà, c'est comme ça. Et d'un coup, il y avait plein de gamins qui se rameutaient, qui disaient, viens jouer avec nous, et je partais directement. Donc je saurais jamais si je peux me qualifier comme un introverti, un extroverti. Je pense que naturellement j'ai une tendance à être plus extroverti. Parler aux autres ne me gêne pas, mais j'ai remarqué aussi que c'est vrai quand j'ai quelque chose à demander ou quelque chose à plus en allant vers la discussion, ou si c'est parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose et de chercher des gens. Je reprends cet exemple quand j'étais petit, voilà, j'arrivais, j'avais personne avec qui jouer, je disais ouvertement, voilà, je m'appelle Pierre, qui veut venir jouer avec moi, et c'était assez naturel pour moi. Mais j'ai remarqué par exemple que, et c'est encore vrai aujourd'hui, j'ai du mal à aller de but en blanc vers quelqu'un. Par contre, si je suis amené à aller parler à quelqu'un parce qu'il y a une raison, je vais le faire extrêmement facilement. Je sais que par exemple un feedback que j'ai reçu énormément au boulot, c'est-à-dire que les personnes avec qui je n'avais pas ou peu travaillé avant, je les mets extrêmement à l'aise quand je viens vers eux. Et je sais que c'est quelque chose, voilà, donc naturellement j'ai toujours eu. J'ai aussi eu un professeur quand j'étais donc à Lexia, mon école d'ingénieur, qui m'a toujours dit dès le début, il dit écoute, je sens que tu es passionné par la technique, que voilà, le développement informatique c'est vraiment pour toi, mais il m'a dit je prends un pari avec toi que dans les années qui vont venir et dès le début de ta carrière, même si tu aimes la technique, on va te demander plus d'en parler que d'en faire. Et force est de constater, de par mon évolution, et je reviens à ma promotion d'engineering manager, mais c'est vrai du coup, que c'est une grosse, on va dire, force des ingénieurs qui n'est pas technique, mais qui est vraiment ce qu'on appelle une compétence transversale, je crois, ou soft skill, ça dépend de comment on l'appelle, mais le fait en fait de pouvoir aller facilement communiquer avec quelqu'un et de pouvoir, de manière succincte, communiquer une information à un niveau de compréhension qui est adapté à la personne, c'est vraiment fondamental pour des ingénieurs. Et c'est justement là où d'excellents ingénieurs qui sont vraiment des ponts dans leur technique n'arriveront jamais à dépasser cette barrière et en fait à se faire comprendre. Alors moi je vais les appeler les moldus, c'est-à-dire les non-techniciens. Et donc en fait c'est cette facilité à pouvoir prendre un concept qui est parfois assez complexe et à l'amener à des personnes qui ne sont pas de la technique et pour autant ne pas diluer en fait d'informations. Réussir à trouver vraiment le bon ton. Donc ça je pense pour moi c'est vraiment une des clés de la prise de parole en public, et par public que ce soit une personne ou un petit groupe de personnes ou même plusieurs personnes, mais le fait de pouvoir en fait amener quelque chose d'assez complexe. Je repense avec Julien quand on travaillait par exemple chez Arthos ou Aventus, on travaillait sur voilà une scaling solution tier 2, on était sur du ECDSA, des ZK Snarks, Proof, donc des choses qui pour le commun des mortels, pour les moldus, on leur parle littéralement chinois, et pour le coup, on arrivait, je trouve, bien à l'amener à des personnes qui n'avaient pas forcément notre niveau de technicité sur ces sujets-là. Donc je pense une première chose dans la prise de parole en public, c'est vraiment de pouvoir ramener en fait le niveau de complexité par rapport à l'audimat sans pour autant perdre, et c'est hyper important, on parle pas en fait de rendre la chose simple, on parle de rendre la chose compréhensible. Et il y a vraiment une grosse différence. Il y a beaucoup de gens, je trouve, qui font l'erreur dans la prise en public, qui vont en fait dégrader le niveau de connaissance ou de choses, ce qu'ils cherchent à transmettre, parce qu'ils veulent en fait simplifier tout. L'idée n'est vraiment pas de simplifier, l'idée c'est de le rendre compréhensible. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont complexes et on ne peut pas les simplifier. On doit simplement les expliquer de manière claire. Une des plus des plus gros conseils que je peux donner aux gens, c'est de parler énormément par parabole, ou par parabole ou en donnant des exemples très complets. Par exemple, un truc tout bête, mais quand on parle des relations client-serveur, une chose qui marche extrêmement bien, c'est de parler du McDo, par exemple, ou d'un fast-food. C'est-à-dire, je suis le client, je viens demander ma commande, c'est-à-dire je formule une requête et on va me donner une réponse. Et la réponse, c'est mon plateau va être rempli avec exactement ce que j'ai demandé. Et comment ça se passe ? Derrière, il va y avoir quelqu'un qui prend la commande, donc ça va être le front-end, ensuite qui passe la commande à la cuisine étant le back-end. Le back-end va aller chercher les ingrédients, c'est-à-dire les ressources, la data, les API, quoi que ce soit qu'ils ont besoin. Ils vont aller les récupérer et les cuire, donc les préparer tels que ça a été demandé par le client. Ensuite, les passer à nouveau donc au front desk, donc là à nouveau retour au front-end, et le front-end va s'assurer que voilà le Big Mac est bien dans le bon sac, que s'il y a une boisson, la boisson va bien être dans un gobelet de la bonne taille demandée, et ensuite de le présenter au client de la meilleure manière possible. Et donc ça par exemple c'est un exemple tout bête, mais je viens d'expliquer comment est-ce qu'une requête et une réponse fonctionnent entre le front-end, le back-end, le front-end est de retour au client. Donc voilà. Et ces exemples-là peuvent être réutilisés dans beaucoup de choses, mais voilà, donc c'est une première clé à utiliser, c'est vraiment le fait d'utiliser énormément de paraboles ou d'exemples assez simples, mais pour autant, même avec cet exemple-là, j'ai pas perdu, on va dire, dans la complexité, puisque j'ai parlé de tous les aspects. Alors évidemment, on peut le complexifier avec d'autres concepts, mais dans le cœur, c'est vraiment l'idée de base d'une relation client-serveur.
Et donc voilà, c'est un des exemples. Est-ce que toi, du coup, Julien, de ton côté, tu as d'autres exemples peut-être pour faciliter la prise de parole, ou toi plutôt, donc, comme je disais, peut-être tu en parles un peu plus, mais c'est peut-être un peu moins naturel chez toi et c'est pour ça que tu as été chercher du coaching. Est-ce qu'il y a des choses justement que le coaching t'a apporté ou tu trouves que tu as avancé là-dessus ? Alors, c'est extrêmement intéressant le premier exemple que tu prends, parce que c'est exactement ce que je pensais pas faire en coaching. Moi, je pensais que j'allais avoir des exercices de diction, des formules magiques, j'en sais rien. Et effectivement, on a parlé des différents leviers qu'il y a dans la prise de parole. Le volume, parler un peu plus fort, parler un peu moins fort, ou le débit, parler plus vite, parler plus lentement, mettre des silences, et comment moduler tout ça pour rendre le discours plus vivant. Mais il y a la partie que j'ai trouvée la plus difficile, c'était de vraiment conscientiser la prise de parole, dans le sens, il faut raconter une histoire, en fait. Et du coup, justement, c'est pas seulement t'as le fond et t'as la forme et t'améliores la forme, c'est aussi enrichir le fond pour que ce soit plus digeste et que ce soit naturel. En fait, je pense qu'on est des êtres humains, on a une culture du gossip, on a besoin de se raconter des histoires et ça rend les choses beaucoup plus digestes et plus faciles à mémoriser aussi. Et c'était une partie du coaching que j'ai trouvé extrêmement difficile, parce qu'on va te demander de raconter une histoire. Raconte-moi un moment où tu étais hyper mal à l'aise. Et évidemment, ce que la coach elle attend de toi, c'est pas seulement que tu racontes ça, c'est que tu racontes ça de façon bien, avec le bon ton, et que tu arrives à construire autour du climax de tout ça, que tu arrives à raconter une histoire. Mais en fait, il faut que tu es en train de parler, tu es en train d'essayer de te remémorer l'histoire que tu es en train de raconter, parce que c'est un truc qui s'est passé il y a 10 ans, et en plus, il faut que tu réfléchisses dans le futur à où est-ce que tu amènes cette histoire et sur quel levier tu vas jouer pour amener ça et rendre ça intelligible et intéressant. C'est extrêmement intéressant. Et moi, c'est une partie vraiment de la prise de parole en public que j'avais pas vraiment visualisé, compris, anticipé. Et ça m'a, rien que de prendre conscience de ça m'a beaucoup plu. Pour revenir sur, alors moi effectivement, oui, c'est moins naturel chez moi la prise de parole. Je suis pas un mauvais communicant, dans le sens où j'aime beaucoup avoir des conversations avec une personne, 2 personnes sur un sujet précis. C'est un peu ce qui nous a amené à faire ce podcast-là. C'est parce qu'on passait des heures à discuter de nos boulots respectifs. Clairement. Et on s'est dit, c'est quand même bête. Il faudrait l'enregistrer. Ce serait un podcast, mais il y avait derrière l'idée pour moi aussi de travailler un peu plus sur cet aspect. Livraison de l'information et puis aussi juste simplement être plus à l'aise. Après, moi je fais du public speaking, ça fait que j'étais Scrum Master il y a déjà pas mal de temps, et c'est là que j'ai commencé vraiment à parler. Tu vois, tous les matins tu parles à l'équipe au stand-up, ensuite tu prépares des rétros, et même si tu sais pas exactement ce que tu fais ou ce que tu dis et que t'es pas toujours trop sûr de toi, faut pas alors évidemment, moi j'essaie d'être le plus genuine possible, le plus moi-même possible, donc si je sais pas trop, je vais faire une blague et puis on va avancer. Mais le but c'est pas de mentir, mais que ça devienne plus naturel et d'effacer au fur et à mesure cette petite voix dans ta tête qui te dit tu sais, quand tu arrives à te voir de l'extérieur, ouais, et que tu te juges, c'est terrible, quoi. Et ça, il m'a fallu des années en fait avant que ça devienne. Maintenant je peux parler devant 150 personnes, ça me pose pas de problème, mais malheureusement c'est pas suffisant de juste parler tous les jours. L'aspect track il est important et c'est bien une fois que c'est parti, mais ensuite une fois que ça c'est dépassé, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut améliorer, et c'est hyper important effectivement, quand on est manager, quand on est coach agile, quand on est leader, même simplement quand on est, je sais pas, t'es dans n'importe quel cas en fait, à partir du moment où on travaille en équipe et qu'on doit livrer de l'information à une personne ou à un groupe de personnes, et après c'est plus ou moins important en fonction du job, mais c'est une skill qui est hyper importante et qui est pas souvent regardée au microscope, quoi. Un autre point aussi qui est intéressant, alors c'est au-delà évidemment, donc il y a soit être sûr que voilà, comme tu disais, le fond et la forme sont bons et appropriés. Un autre outil aussi que je vais donner, c'est de lire l'audience. C'est hyper important. On a la chance, alors
pas dans notre cas nous, puisque les épisodes sont écoutés a posteriori, mais quand on présente ou quand on parle directement à des gens, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à présenter des meetings en ligne quand les gens n'allument pas leur caméra, et je demande volontairement qu'ils allument leur caméra, puisque la moitié de l'information passe par le visuel, c'est-à-dire que ce soit la réaction des gens au niveau du visage, au niveau de l'utilisation des mains quand on s'exprime. Il y a énormément de choses qui rentrent dans le non-verbal, et en tant que personne qui parle publiquement à une audience, c'est extrêmement important de l'avoir, puisque c'est ce qu'on appelle read the room, du coup de lire la salle en fait, et de comprendre ce qui se passe. Quand par exemple, je l'ai déjà fait, mais il y a plus d'une fois où je présentais par exemple un sujet et je voyais que les gens avaient littéralement décroché. Dans ces cas-là, je faisais des pauses tout simplement. Je faisais des pauses et par exemple je disais bon, je vois que je suis en train et je le disais ouvertement, je disais voilà, je sens que je suis en train de perdre un petit peu l'audience. Est-ce qu'il y a quelques questions, parce que j'avais dit qu'on les ferait à la fin, mais je sens peut-être qu'il y a des questions qui bloquent ou qui gênent l'avancée du reste du sujet. Prenons 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Et volontairement, je stoppais 5 minutes et il pouvait ne pas y avoir de questions. Je stoppais 5 minutes et je disais aux gens bah, allez prendre un verre si vous voulez. Enfin voilà, je faisais une coupure, mais c'est important aussi de pas juste débouler ce qu'on avait prévu et de vraiment s'adapter à l'audience et de voir comment l'audience réagit. De la même manière, si on commence à amener un sujet et qu'on s'était attendu à ce que la réception soit extrêmement bonne ou à l'inverse extrêmement mauvaise et qu'on voit que l'audience réagit de la manière complètement opposée, et ben faut vraiment se poser la question, est-ce que du coup je vais continuer à dérouler tel que c'était prévu? Parce que quand on prévoit une prise de parole, on va dire qu'on a des attentes de la réception qu'il va y avoir ou de l'attention qu'on s'attend à avoir, et si c'est pas le cas, ne surtout pas hésiter à changer un petit peu ce qu'on avait prévu, à sauter quelques slides si on sent que voilà c'est très pompeux et que ça n'apporte pas du coup à ce qu'on essaie d'expliquer. Ne surtout pas hésiter à remettre en cause le plan qu'on avait prévu en fonction de l'audience, c'est aussi extrêmement important. Même par exemple, je prends un exemple tout bête, mais dans des 101 ou dans des entretiens individuels, si vous sentez que la trame que vous avez prévue est complètement en train de dérailler parce que le sujet part sur autre chose, n'hésitez pas à du coup vraiment dérailler et à prendre une autre option sur ce que vous avez prévu à la base. Vraiment, je dirais voilà, toujours avoir un plan de prévu, même si je pars du principe que les personnes les plus à l'aise en public, il faut pas croire qu'ils ont pas de plan, c'est justement qu'ils ont un plan qui est tellement bien ficelé qu'on ne se rend même plus compte qu'il y a un plan derrière. Les plus grands orateurs auront toujours des notes. Et pourquoi? Parce qu'il faut surtout pas qu'ils sortent de ce qu'ils ont prévu, mais les très bons orateurs ne liront jamais leurs notes, mais garderont toujours un œil sur les notes. La nuance est subtile, mais elle est importante. C'est-à-dire que on vient toujours avec un plan quand on présente ou quand on prépare bien une prise de parole, on vient toujours avec un plan, mais les meilleurs seront capables de justement rectifier en fonction de l'audience ou en fonction de l'attention qu'ils reçoivent. Donc voilà, c'est mon deuxième conseil, de vraiment se focaliser sur le retour des gens à qui on présente et de voir est-ce qu'on a vraiment l'attention ou la compréhension qu'on espérait, et de toujours ne pas hésiter à rebifurquer en fonction. Ouais, c'est quelque chose qui arrive souvent en rétro. Alors, parce que en rétro, il y a beaucoup de collaboration, donc parfois, ça part, ça dérive un petit peu. Après, avec l'expérience, t'arrives un peu mieux à faciliter, à cadrer le truc, et t'as moins de surprises sur le timing, etc. Mais parfois, tu te rends compte que tiens, ça, j'avais pas anticipé que ce sujet-là, il y avait tant que ça à gratter. Et plutôt que d'aller chercher le timing et l'exercice suivant, peut-être ça vaut quand même le coup de plutôt vraiment passer du temps sur ce sujet-là, le gratter à fond. Et puis c'est pas grave, après le reste on le verra plus tard, mais c'est important, extrêmement important de s'adapter et que ce soit aussi un peu organique. Et pour revenir sur je crois que c'est mon papa qui me disait ça à une époque, qui me disait un discours improvisé a été révisé 10 fois, quelque chose comme ça. Oui, effectivement, les meilleurs orateurs, ça a l'air tellement organique qu'on pense que c'est de l'impro ou que c'est pas préparé, mais en fait c'est justement là toute la beauté du truc. C'est ça, des vrais magiciens. Des vrais magiciens. Ouais, du coup, alors je vais continuer un peu sur mon histoire de coaching. Donc pour ceux que ça intéresse, alors c'est une personne qui s'appelle Estelle Haas, H-A-A-S. N'hésitez pas à passer lui faire un coucou. Elle a été très sympa. Elle propose plusieurs ateliers. Alors elle est sur Paris. Elle propose des ateliers qui sont en présentiel ou en ligne. Dans mon cas, ça s'est fait en ligne, comme vous vous en doutez. Et du coup, moi, j'ai fait 3 sessions avec elle. Je crois que c'est 3 sessions d'1 heure ou d'une demi-heure.
d'1 heure, je crois. Espacé de 2 ou 3 mois, quand même, on a bien le temps de digérer le truc. Une petite anecdote, c'est assez marrant. La première session avec elle, je l'ai faite juste après mon séminaire semi-militaire avec AT, le pilote de chasse, dont je parle de ce séminaire-là dans un épisode de Real Life d'il y a quelques semaines. Si ça vous intéresse, allez y jeter une oreille. Et ce séminaire militaire, j'y étais allé un peu pour me challenger aussi en tant que leader, parce qu'il y a aussi beaucoup de communication, etc. Mais aussi pour sortir de ma zone de confort. Et ça m'a sorti de ma zone de confort, mais voilà, pas tant que ça. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais à peu près prêt quoi, dans ma tête pour ces trucs-là. Et 2 jours après, je fais l'introduction du coaching de prise de parole en public. Et là, en 15 minutes, elle m'a jeté à 20 km de ma zone de confort et j'étais détruit. Vraiment, je suis sorti, j'étais lessivé, je suis allé boire une bière avec un copain. J'étais vraiment au bout de ma vie, quoi. C'était vraiment terrible. Et ça m'a fait un bien fou, quoi, parce que elle a cerné le personnage, bam, elle a mis le doigt, mais bien là où ça fait mal, mais direct. Et elle a continué pendant 1 heure. et c'était vraiment bien. Et c'est un peu comme quand tu vas chez l'ostéo, quand tu sors, t'es un peu fatigué, t'as pas l'impression que ça a fait grand chose. Ou chez le psy, ou enfin, prenez l'analogie que vous voulez. Et en vrai, le séminaire militaire plus ça, j'arrive pas encore à savoir ce qui a affecté quoi, ou d'autres trucs externes. Mais sur ces 6 derniers mois, ma communication s'est vachement améliorée, et autant en termes de fluidité que en termes d'information, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, un déclic. J'ai un post-it là, conscientiser la prise de parole en public. J'ai un post-it sur mon écran, et je le regarde tout le temps, et pourtant à chaque fois que je prends la parole, j'arrive jamais à conscientiser. Ça ne rentre pas. Mais bizarrement, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, parce que c'est certain qu'il y a eu du résultat, et j'ai souvent le retour justement là-dessus. Donc je vous conseille. Donc du coup, c'était en 3 étapes. Il y a différents trucs où tu lis des discours. Enfin bon, j'imagine de toute façon, elle s'adapte à chaque personne. Il y a un peu de théorie, mais il y a énormément de pratique. Et c'est très sympa. Donc avec Estelle ou avec quelqu'un d'autre, je vous le conseille. Ça coûte pas très cher, vraiment, par rapport à tous les autres coachings qu'on pourrait trouver, vraiment, par rapport à ce que ça peut apporter. Si vous hésitez, n'hésitez pas. Non, je pense que le coaching, ouais, ça passe par là. Alors après, il y a aussi, du coup, comme tu disais, le feedback est toujours d'or, de toute façon. Feedback is golden. Mais c'est l'idée vraiment d'avoir du feedback là-dessus. Donc, par exemple, moi, je sais, du coup, même si je dis que j'ai une aisance à l'oral, c'est quelque chose qu'il faut toujours travailler. Et je sais que les principaux points pour moi, il y en a au nombre de 3. Je parle toujours fort. Je ne module jamais mon volume. Je parle systématiquement fort depuis tout petit. Hein, c'est pas nouveau, et là-dessus, c'est celui où j'ai le plus de mal. Même en m'y forçant, en fait, il faut que quelqu'un me dise tu parles trop fort, et à ce moment-là, j'adapte le niveau. Je parle vite, et j'ai l'impression qu'en anglais, c'est encore pire qu'en français. Et déjà, je parle vite en français, mais en anglais, c'est vraiment une catastrophe à ce niveau-là. Et aussi d'être plus succinct. Donc, des 3, je les ai cités par ordre croissant, c'est-à-dire celui que j'ai le plus de mal à moduler, c'est clairement le volume. Le second, c'est la vitesse, et le 3e, c'est d'être succinct. Je trouve que depuis des années, j'ai énormément amélioré au niveau d'être plus succinct dans la prise de parole. Mon débit de parole s'adapte aussi plus facilement. Je trouve, j'ai réussi à temporiser un peu plus pour justement accélérer sur les parties qui sont plus triviales, et justement marquer beaucoup plus de temps. Alors, le silence, peu ou pas, j'utilise plus le silence pour des questions, ou alors je fais des temps de pause en demandant des questions rhétoriques, mais je pose rarement vraiment un silence dans ma prise de parole. Le volume, je veux pas dire que j'ai abandonné, mais voilà, c'est vraiment le truc, c'est que si on me le dit pas littéralement 3 fois pendant la même prise de parole, naturellement je vais reparler fort, et ça, malheureusement, j'ai pas fait une croix dessus, mais je sais que c'est celui où j'ai le plus de mal à avancer. Mais voilà, c'est vraiment 3 points clé pour moi. Donc parler moins fort, parler moins vite, et vraiment être plus succinct dans cet ordre-là.
C'est marrant parce que moi c'est quasiment l'inverse, tu vois. J'ai tendance à parler pas très fort, alors là à travers le micro et tout ça s'entend peut-être pas, mais quand je fais de la vraie prise de parole en public avec des vrais gens réels, je parle. Et la dernière fois que j'ai fait une vraie prise de parole, c'était l'année dernière, il y avait je sais pas une trentaine, quoi que ce soit de personnes dans la salle, et j'ai littéralement commencé par mettre les gens à l'aise. Je leur ai dit bon, je parle pas fort, donc je vais faire un effort, mais au bout d'un moment je vais oublier. À ce moment-là vous allez commencer à plus m'entendre. S'il vous plaît, quelqu'un dans la salle, dites-le moi, faites-moi un geste, je vous remercierai. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est bien pour vous, c'est bien pour moi. Donc voilà, maintenant c'est dit, on commence. Et j'ai commencé fort. Et effectivement, au bout de 10 minutes, il y a quelqu'un qui m'a regardé, qui m'a fait... qui a pointé son doigt vers le haut, et j'ai fait « Ah, merci !» Et bam, et ça repart. Ah ben. Et j'ai tendance ouais, dans la vie de tous les jours, j'ai tendance à parler assez vite. Mon français est assez rapide, mon anglais aussi. Mais après, en réunion et tout, ça dépend toujours du niveau de préparation. Tu vois, dans Agiliste, comme on prend pas beaucoup de notes, j'ai tendance beaucoup à gratter dans ma tête ce que je cherche à dire, etc. Donc ça faut temporiser et tout. Et j'essaie justement aussi de travailler maintenant dans les podcasts, plutôt que de laisser des trucs comme ça et de faire des à la française. J'essaie plutôt de prendre des pauses justement, de vraiment et de repartir. Et bon, c'est pas encore exactement ça, mais tu vois, dans mon dernier e-life, j'ai conscientisé ça justement, et ça m'a permis je trouve j'ai pas eu besoin de bricoler la piste trop. Et j'ai tendance à être, moi en l'occurrence, beaucoup trop succinct. Ouais. C'est-à-dire que je me dis bon, c'est bon, il y a tout ça, c'est un petit peu obvious, alors je vais pas les saouler avec ça. Je pense qu'il y a un peu trop d'empathie, tu vois, envers l'audience, à me dire je vais pas leur prendre la tête à tout reprendre depuis le début. Et du coup je fais des summaries, des résumés de résumés, et du coup ma prise de parole, je la prépare, je la teste, ça fait une demi-heure, et quand je la fais en 20 minutes, elle est terminée, parce que je parle vite, et en plus je mets des trucs parce qu'au dernier moment je me dis ouais non mais ça c'est pas grave. C'est pas important. Donc moi faut que je me force à suivre le plan. Mais bon, encore une fois, l'important c'est de capter du feedback, se faire un auto-débrief comme disait AT, mais aussi demander du feedback, et puis voilà, et puis après petit à petit. Mais de toute façon, comme on dit souvent en ingénierie, plus t'as peur de le faire, plus il faut le faire. Donc, c'est ça. Il n'y a qu'un seul remède, et c'est pour ça qu'on fait du podcast, et qu'on se met dehors, et qu'on se fait un peu peur. Mais ouais. Donc pour résumer du coup, donc la prise de parole, c'est vraiment donc s'adapter à l'audience, et à nouveau donc vraiment garder l'essence et ne pas justement bouffer l'essence, mais justement amener le niveau de compréhension au niveau, donc du coup l'abaisser ou l'élever au niveau de l'audience. À nouveau, ce n'est pas simplifier, c'est vraiment amener le concept à un niveau de compréhension pour l'audience. D'ailleurs, je viens d'y repenser, mais quand on était en école d'ingé, on avait donc une association étudiante qui était mince, je me rappelle mieux. Devit. Donc on devait faire normalement une junior entreprise, mais ça n'a pas eu lieu, voilà, parce que ils voulaient que ce soit un mouvement national et pas un mouvement régional au niveau de l'école, qu'importe. On avait fait du bruit, et du coup on a eu Neoma Business School, qui est une des grandes écoles de commerce qu'on a à Rouen, qui nous avait invités, et en fait on avait littéralement créé un talk qui s'appelait ingénieur LV3, et en fait l'idée c'était vraiment d'arriver pour leur donner le jargon des ingénieurs, et justement l'exercice était extrêmement intéressant, parce qu'on devait amener des concepts qui n'étaient pas simples du tout à des moldus, et c'est d'ailleurs l'expression qu'on utilisait, on disait bonjour les moldus quand on commençait la présentation, mais c'était vraiment amener du coup pas mal d'informations techniques, et pour le coup des trucs plus ou moins, donc on commençait avec le simple pour aller jusqu'au plus pointu, et leur amener avec un niveau de compréhension qui soit à leur niveau, sans pour autant diluer le propos ni du coup l'implication technique derrière. Donc amener du coup le propos au niveau de l'audimat, toujours s'assurer de préparer une prise de parole, c'est extrêmement important, on le redit encore, mais les meilleurs orateurs, c'est ceux dont on n'a pas l'impression qu'ils ont fait de la prise, enfin qu'ils ont préparé, alors que bien évidemment ils ont préparé. Et le troisième, c'est vraiment comme tu dis, de conscientiser la prise de parole, et c'est surtout de faire l'auto-check ou l'auto-review, qui est vraiment de se dire ok, là pour la prise de parole, que je fasse bien attention, donc un peu la checklist avant de prendre la parole, et si possible, je pense que ça c'est vraiment le truc bien, c'est d'avoir justement des alliés dans l'audience qui peuvent justement nous faire des petits signes si jamais de ralentir ou de parler plus fort ou moins fort, selon vos on va dire naturellement, voilà comment vous vous placez. Comme on dit avec Julien, on est un peu aux opposés, donc pour moi c'est parler moins vite, moins fort,
pour toi peut-être plutôt l'inverse, et pareil pour moi d'être plus succinct, moins pour toi. Donc voilà, c'est vraiment trouver ce qui vous correspond à vous, et vraiment de travailler sur d'être conscient de vos forces et de travailler sur vos faiblesses. Donc et finalement la prise de parole, c'est pas moi quand j'imaginais prise de parole en public, j'imaginais faire une présentation, des choses comme ça, faire un podcast, ou faire de la télé, peu importe. Mais en fait, la prise de parole en entreprise, on en fait tout le temps, surtout quand on travaille en équipe. Donc c'est vraiment, je pense que c'est pas quelque chose où il faut juste s'arrêter et se dire ouais non, mais moi de toute façon je fais pas de talk, donc ça me concerne pas. Si vous travaillez en équipe et que vous prenez la parole en réunion, ça vous concerne, c'est important, à des degrés certainement divers, mais en tout cas, on en parlait un petit peu avant l'épisode en off avec Pierre. C'est des choses qui Pierre comme moi, surtout Pierre, c'est quelque chose qui t'a vachement aidé dans ta carrière et qui t'a amené ta carrière t'a amené vers engineering management parce que t'as des prédispositions à ça, mais aussi ça t'a ouvert des opportunités, ça t'a permis de te faire mieux comprendre, de faire passer plus d'idées, et globalement ça c'est juste hyper bon. Donc cette prise de parole, c'est pas que de la prise de parole exceptionnelle, c'est dans la vie de tous les jours. Donc ça vaut vraiment le coup, et c'est pour ça qu'on voulait faire cet épisode. Ça vaut vraiment le coup au moins d'y réfléchir un peu et d'essayer de s'améliorer ça. À tout point de vue, et donc du coup, nous évidemment on est déjà dans des tracks avancés au niveau de l'engineering management, mais c'est vrai que même en tant qu'ingénieur, il y a toujours une grosse plus-value à toujours maîtriser la prise de parole en public, justement pour mettre en avant par exemple des choses qu'on aurait autrement pas forcément bien dit ou mal dit. Et un autre point que je voulais pas oublier aussi, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais c'est le storytelling, le fait de vraiment raconter une histoire. Un truc tout bête, mais pour vraiment que ce soit très très clair, si vous amenez par exemple un tableur Excel et que vous le présentez, ou alors que vous avez simplement préparé un PowerPoint de 5 slides où vous avez mis quelques graphiques, vous verrez que l'histoire que vous raconterez derrière sera complètement différente, et l'adhésion et l'attention que vous aurez à nouveau de l'audience sera aussi complètement différente. C'est-à-dire qu'un tableur Excel ne parle pas vraiment aux gens, et c'est dur de créer une histoire derrière, alors que si vous avez des slides avec quelques graphiques et justement un peu une histoire de voilà, on a commencé à mettre en place, je sais pas, des métriques, donc prenons cet exemple-là, et on a commencé là, donc vous faites par exemple une petite timeline, là maintenant on avait les graphiques, on avait commencé là, maintenant on est là, on peut voir une réduction de ça ou une augmentation de ci, et donc voilà, et donc ça vous fait une petite histoire derrière, et comme tu le disais aussi, il y a un climax à prendre un moment pour vraiment essayer de rendre le moment fort. Si je peux donner aussi un petite chose, voilà, qu'on se mettait un petit défi entre nous quand on présentait en public, justement pour se challenger un petit peu. Un truc tout bête, c'est simplement en fait de demander à des gens de vous demander 3 mots que vous devez placer dans votre prise de parole. Ce qui veut dire que pendant toute votre prise de parole, vous y pensez, et non seulement vous pensez à ces 3 mots-là, mais vous allez penser à tout le reste, qui est du coup votre débit de parole, votre volume de parole, les silences, les pauses et toutes ces choses-là, justement. Automatiquement, ça va revenir juste en pensant à ces 3 mots bêtes que vous devez placer, comme un petit peu un challenge pendant la présentation. Donc voilà, c'est intéressant, et ça rend un petit peu ça, comme on parle toujours de gamification si possible, ça fait un petit jeu du coup dans la présentation, et ça rend la chose plus agréable. Et certains de mes amis, ça les a même aidé un petit peu à réduire le stress en prenant un petit peu plus ça comme un jeu plus que vraiment un challenge qui devait relever. Donc voilà. Excellent, plein de bons conseils, on l'espère, qui vont vous aider à convaincre mieux, parce que finalement c'est de ça dont on parle, c'est la capacité à convaincre un auditoire au final. Donc que vous soyez ingénieur, Scrum Master, chef de projet, engineering manager, peu importe, chef d'entreprise, c'est ça, tout le monde, vous avez toujours besoin de convaincre des gens, ou en tout cas vous avez besoin d'avoir une sorte d'adhésion à vos idées, et même si vous voulez juste recevoir du feedback, la façon de demander du feedback, vous allez avoir plus d'adhésion si vous arrivez à convaincre. Donc c'est pas que pour manipuler ou pour avoir une réponse positive, c'est juste donner plus de succès dans l'état final recherché de la prise de parole. Donc à méditer. On va conclure cet épisode avant de continuer à partir dans les graviers pendant des heures. On est à peu près dans la demi-heure. On va conclure. On espère que ça vous a plu.
Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet ? Alors sur l'internet, ce sera toujours LinkedIn. J'ai aussi remis à jour mon site. Pour l'instant, il est très simple parce que j'avais dit que je le remettrais en ligne, mais je pense qu'il va y avoir des petites nouveautés dessus bientôt. Donc pierre.ferretferrand.fr. Toi, Julien ? Pour moi, comme toujours, julien.deret.fr. Vous me retrouvez dans Relife toutes les 2 semaines, le podcast de l'amélioration du quotidien, où depuis que j'y suis, on parle de plus en plus de leadership. Dans le dernier épisode, j'y parle notamment de budget, comment gérer son budget et comment essayer d'avoir un cash flow qui est à peu près stable, comment éviter les surprises, etc. Bref, on vous balance un peu tous les trucs qu'on lit par-ci par-là et qui nous intéressent sur le moment. Merci d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu, que vous avez appris quelque chose, laissez-nous une petite note sur toutes les applis de podcast que vous voulez. Si vous nous découvrez sur LinkedIn, interagissez avec nous, passez-nous un message, mettez un petit commentaire sur le post. Si vous connaissez quelqu'un que vous voulez entendre interviewer par nous, si vous avez un mentor, une figure d'autorité, peu importe, quelqu'un que vous connaissez, que vous connaissez pas, si vous voulez entendre plus de cette personne, passez-nous un message et on fera de notre mieux, parce qu'on a fait beaucoup d'interviews récemment et en fait on adore ça, on apprend en fait plein de choses, parce qu'à chaque fois c'est nous qui parlons un petit peu tous les deux, alors on apprend l'un de l'autre, mais bon, on se connaît bien, mais on apprend beaucoup de choses des invités, on a vraiment envie de continuer là-dessus. Donc si vous connaissez des gens, si vous avez envie d'entendre quelqu'un, dites-le nous et on se fera un plaisir d'essayer. On vous retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles discussions sur l'agilité. Salut Pierre. Salut Julien, salut tout le monde.